Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Nathalie Michaud, je suis directrice des services d'intervention chez Moelle épinière et Motricité Québec. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire qui portera sur la continence chez les personnes blessées médulaires. Alors, nous sommes très chanceux d'avoir pu compter sur la grande collaboration de Coloplast qui a permis la tenue de ce webinaire et donc de recevoir Dr. Martine Jolivet, qui est urologue, professeure agrégée à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est également urologue au CHUM, à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Ce webinaire s'adresse, comme vous le savez, principalement aux personnes blessées médulaires qui sont membres de MEMO Québec, mais on est très content aujourd'hui que près de la moitié des gens qui sont en ligne soient des professionnels de la santé, donc qui sont appelés à intervenir à soigner, à intervenir auprès des personnes blessées médulaires. Et on considère qu'il s'agit vraiment d'une très bonne opportunité de les sensibiliser à l'importance des enjeux qui sont vécus quotidiennement par les personnes blessées médulaires à ce sujet-là. Alors voilà, sans plus tarder, accueillons Dr. Jolivet. Merci. Bonjour tout le monde. Merci énormément de l'invitation. Je trouve que c'est une opportunité extrêmement grande que j'ai de pouvoir vous parler à propos de l'importance de prendre soin de l'appareil urinaire, de la vessie. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de voir les troubles de la continence chez le blessé médulaire, puis tout ce que vous devez savoir sur les cathétérismes intermittents et leurs objectifs. J'ai lu avec attention, et puis je vous en remercie, toutes les questions qui ont été envoyées. Je les ai divisées en plusieurs thèmes, puis on m'a aidé pour ça, c'est-à-dire que j'ai divisé avec les infections qui revenaient vraiment beaucoup, avec les problèmes avec les cathétérismes, avec la possibilité d'avoir du botox ou d'autres choses. Donc, j'ai vraiment tenté d'introduire au fur et à mesure dans mes diapos, mais aussi à la fin, des réponses à vos questions. Il y avait des questions qui étaient beaucoup plus personnelles ou qui étaient vraiment plus l'histoire de certains patients qui avaient soit certaines problématiques ou des problèmes particuliers. Je vous invite, je ne peux pas aujourd'hui répondre à toutes ces questions-là, donc je vous invite à parler avec vos médecins, à être le plus précis, à organiser vos choses quand vous allez les voir, de manière à ce que s'il y a des soucis, des problèmes au long cours ou au moyen cours quand vous les voyez, on puisse s'en occuper. Donc, c'est bien important. Et aussi, je laisse un message comme ça parce que c'est sûr que je travaille à l'Institut universitaire de santé mentale, au CHUM et également à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay. Le temps d'attente est malheureusement long. Donc, par contre, si dans l'auditoire, il y a des gens qui n'ont pas eu de suivi urologique depuis de nombreuses années ou qui n'ont pas d'urologue, donc, il nous fera plaisir d'accepter les consultations. Si vous avez un urologue et que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, je vous encourage quand même à prendre rendez-vous parce que même si ce n'est pas obligatoire que ce soit toutes les années, il est important d'être suivi. On peut avoir une blessure médulaire, avoir une vessie qui fonctionne d'une certaine façon quand on est jeune, mais notre appareil urinaire vieillit et les choses peuvent changer. Donc, la première partie, c'est quelque chose qui est obligatoire maintenant avec le Collège royal. Donc, c'est la divulgation de potentiels conflits d'intérêts. Comme vous le voyez, moi, je suis présidente aussi de mon association. Je remercie la compagnie Coloplast aujourd'hui, mais je suis en lien avec beaucoup de compagnies, entre autres pour des projets de recherche, pour donner mon opinion au niveau des compagnies, mais aussi au niveau du gouvernement, et aussi pour faire de l'enseignement, comme aujourd'hui, mais auprès des médecins de famille, des physiciens et auprès de mes collègues urologues. La biologie, ma biographie, ma brève biographie, on en a parlé. Il y a juste une erreur en bas. À partir de demain, je vais être la fière maman d'une adulte. Donc aujourd'hui, je revis un peu là, mon accouchement. Je vous dis que je dois avoir commencé de contracter. Donc je revis toutes les étapes depuis ce matin. Là, je tombe un petit peu sur les nerfs de ma famille. Je fais ça toutes les années. Et donc demain, je vais être la mère d'une adulte. Et je vous avoue que je ne pensais pas tant capoter, mais c'est le cas. Donc, les objectifs, on les a revus ensemble. Je vais vous parler surtout des cathétérismes aujourd'hui, comment prendre bien soin de votre vessie, comment être à l'affût de ce qui peut arriver. On va parler aussi des sondes à demeure, on va parler un petit peu des sondes suspubiennes. Toutefois, pour tout ce qui est le reste, donc c'est-à-dire les chirurgies, les incontinentations, les possibilités de traitement, on va l'aborder, mais ce n'était pas le sujet de la conférence. On va regarder par la suite vos commentaires, on va pouvoir les recevoir et qui sait, un jour, peut-être qu'on ira plus large pour d'autres problématiques qu'il y a. Les webinaires, maintenant, ça nous permet de rejoindre beaucoup de personnes, c'est le fun. Donc, on verra, selon vos commentaires, les besoins que vous ressentez.
Donc, je vous fais un bref rappel, parce que je sais que l'auditoire auquel je m'adresse est très au courant, autant les patients que les gens qui prennent soin des gens qui ont des blessures médullaires. C'est quand même une entité qui est importante au Québec. Ça représente pour le Canada 4300 personnes environ annuellement qui auront une blessure médullaire, ce qui représente 85 000 personnes et plus qui présentement au Canada vivent avec une lésion médullaire, quelle qu'elle soit, complète, incomplète, de quelque niveau que ce soit, et avec donc possiblement des séquelles. La vaste majorité des patients qui ont une blessure médullaire auront un problème vésical. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus nombreux qu'ici. Aux États-Unis, il y a beaucoup, entre autres, de blessures médullaires par blessure par balle, ce qui n'est pas le cas ici, heureusement, puis on ne le souhaite pas nécessairement. Ici, au Canada, la principale raison, ce sont encore une fois les accidents de voiture, des cas de violence, des cas de chute, des maladies congénitales, des accidents de sport. Ce sont les principales raisons. Il y a aussi, encore une fois, plus d'hommes que de femmes, bien que la proportion de femmes avec les années tend à augmenter. La majorité des lésions rapportées sont au-dessus de T12. Les gens peuvent être para ou quadra, complet ou incomplet. On voit plus de gens avec des lésions qui sont incomplètes et même dans toute la partie des incomplets, comme vous le savez, la variation, donc l'importance de la récupération est extrêmement variable. Donc, je vous ai mis ici un bref rappel. Aujourd'hui, on va surtout parler des gens qui ont des lésions qui sont suprasacrées. Parce que la particularité, entre autres, initialement, dans les premières semaines, donc jusqu'à 3 mois environ, quand les gens se présentent tout de suite après l'accident, ils vont avoir une vessie qu'on appelle en choc spiral. Donc la vessie, elle est tâtonne, elle ne se contracte pas, les gens sont en rétention. Souvent, ils ont une sonde quand ils entrent à l'hôpital, ils auront possiblement ou ils ont quelquefois des chirurgies. Et s'ils ont des pertes d'urine, c'est une incontinence qu'on dit par trop plein. Leur sphincter n'est pas encore spastique, il est toujours synergique, mais par contre, il est quand même assez fixe. Donc, par la suite, lorsque la lésion va se stabiliser, souvent pendant la période de convalescence, lorsque les membres inférieurs commencent à avoir des spasmes, la vessie aussi va commencer à avoir des spasmes. Donc, on dit qu'il y a à ce moment-là une hyperactivité neurogène de la vessie. L'autre chose, c'est que le sphincter, qui est un muscle strié, donc qui est un muscle un petit peu comme les quadriceps ou comme les biceps, va devenir contracté. Donc, la vessie qui se contracte va être en opposition à un sphincter qui est également contracté. Ce qui fait en sorte que la vessie va être en rétention, non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, elle fonctionne trop, mais parce que le sphincter au-dessous demeure fermé. À ceci s'ajoute souvent au niveau des sensations, soit une diminution des sensations, une absence de sensations, ou des sensations qui sont aberrantes. Donc, par exemple, puis vous le savez, ressentir l'envie d'uriner comme étant un frisson, comme étant un mal de cœur, comme étant un début de dysréflexie. Donc, les sensations urinaires peuvent être vraiment paradoxales. Pour les gens qui, en plus, ont une lésion au-dessus de T6, c'est-à-dire étant donné que la chaîne sympathique que l'on voit sur le graphique est responsable de tout ce qui est la décharge d'adrénaline, quand on a une lésion au-dessus de T6, si jamais il y a quelque chose qui se passe sous le niveau de notre lésion qui fait mal à notre corps, mais qu'on ne le sent pas, on peut avoir une décharge d'adrénaline. C'est ce qu'on appelle la dysréflexie autonomique. Puis on va en parler tantôt un peu plus rapide, de façon plus importante, pardon. On va parler aussi, mais plus brièvement, des gens qui ont un trauma qui est soit sacré, donc au niveau du sacrum et même plus bas, infrasacré, ce qu'on appelle souvent la queue de cheval. Eux, dès le début et même lorsque la lésion se consolide, ils demeurent avec une vessie qui est flaccide, qui est atone, des réflexes qui sont diminués, pas de spasticité des membres inférieurs. Leur vessie ne fonctionne pas parce que la partie motrice est atteinte. Les nerfs de la vessie sont de S2 à S4 au niveau du sacrum. Et la plupart du temps, leur sphincter n'est pas très contracté, c'est plutôt qu'il ne répond pas aux ordres. Donc, ces gens-là vont être en rétention, ils peuvent être en incontinence parce qu'ils débordent, et vu qu'ils n'ont pas de dysynergie, ils peuvent
pousser, ils peuvent faire des manœuvres pour vider la vessie, mais beaucoup sont aux autocathétérismes aussi. Donc, quels sont les symptômes des patients qui présentent une lésion médicale au niveau vésical? Plus de 70% en ont. Que ce soit suprasacré ou infrasacré. Quand c'est suprasacré, la vessie fait des spasmes et le sphincter est fermé. Plus la lésion est haute, plus qu'il y a de risques qu'il y ait des changements au niveau de la fonction de la vessie et au niveau du sphincter. Donc, il y a vraiment une corrélation franche avec des lésions très hautes et des dysfonctionnements de l'appareil urinaire. Plus les lésions sont basses, moins il y en a. Plus la lésion est complète, plus il y en aura aussi. Moins la lésion elle est, plus qu'il peut y avoir une certaine partie des fonctions de la vessie qui sont préservées. Donc, il n'y a personne qui est pareil. On ne peut pas, et c'est souvent le cas quand on vient voir notre médecin, quand on est en réhabilitation, quand notre lésion est consolidée, dire « Mon chum qui a aussi une lésion T12, sa vessie, lui, elle marche de même, je vais avoir le même traitement. » Personne n'est pareil. La personne a le même âge, la manière dont la vessie fonctionne n'est pas pareille. Notre bedon sur notre vessie, c'est pas la même chose. La manière dont on est assis dans notre fauteuil, c'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup de... Il faut prendre chaque individu pour ce qu'il est, avec son niveau de lésion, la complexité de sa lésion, sa récupération, la manière dont il est fait et la manière dont la vessie fonctionne. C'est bien important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vessie qui est très contractée, qui fait de gros spasmes avec un sphincter fermé, c'est dangereux pour les reins. Les petits trous pour les reins, qu'on appelle les orifices urétéraux, ce ne sont pas des petits trous de 5 mm seulement, qui ne sont pas avec des super muscles pour les protéger. Donc, si la vessie fait d'énormes spasmes, le danger, c'est que l'urine reflue vers les reins et qu'on détériore notre appareil urinaire et qu'on puisse donc avoir de l'insuffisance rénale. C'était, jusque dans les années 70, la principale raison pour laquelle les patients qui avaient des blessures médulaires avaient des complications et même une mortalité, c'était des problèmes rénaux. Ce n'était pas des problèmes d'infection, c'était souvent des problèmes d'infection, mais ce n'était pas que ça, mais les gens décédaient souvent de complications urologiques. Depuis le début des années 70, grâce à un médecin, et je vais vous en parler tout à l'heure, la situation a beaucoup changé. On comprend mieux comment ça fonctionne. Plus on agit rapidement, moins la vessie va s'abîmer. Donc ici, je vous ai mis les conséquences au long cours qui peuvent arriver chez une personne qui est en rétention urinaire et qui ne ferait pas, par exemple, de cathétérisme ou qui n'aurait pas un mode de vidange adéquat pour sa vessie. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. En bas, le petit dessin avec des petites pépites d'or. Malheureusement, ce n'est pas de l'or, parce que sinon, je serais vraiment riche, moi, parce que je vous dis que des pierres dans la vessie, j'en ai enlevé des tonnes de copies. Mais ce qu'on voit, c'est des vrais calculs. C'est vraiment, donc, il y en a peut-être entre vous ici qui en ont vu passer. Donc, c'est vraiment les cristaux de l'urine qui précipitent au niveau de la vessie quand la vessie ne se vide pas bien ou qu'il y a des facteurs, entre autres, comme l'infection, et qui peuvent au long cours, abîmer la muqueuse de la vessie et être un facteur de risque pour également abîmer les reins, parce qu'à ce moment-là, cette facilité de faire des calculs peut se répertorier un peu partout. En haut, je vous ai mis une image d'une échographie. On ne devrait pas à l'intérieur du rein voir les cavités qui sont dilatées. Puis là, lorsque vous regardez les petites zones noires, bien, ce sont des reins qui sont dilatés. Donc, l'échographie, c'est une des choses que l'on doit faire dans le suivi pour pouvoir vérifier ça. Donc, pourquoi? Une des questions que j'ai eues, c'était pourquoi que les patients avec des blessures médulaires étaient plus qu'à risque des infections. Une des raisons, c'est que lorsqu'on est en rétention, au niveau de notre paroi vésicale, il y a moins de bon oxygène, il y a une certaine ischémie. Donc, une distension amène que le sang a de la difficulté à se rendre à la paroi. Ça va être en soi un risque d'infection urinaire parce que la muqueuse ne peut pas se défendre. Aussi, lorsque la vessie est avec des pressions qui sont élevées, les reins peuvent s'abîmer au long cours parce que l'urine va refluer et que les reins et les uretères, je ne sais pas si vous me voyez mimer les uretères, mais c'est comme des petits vers de terre, les uretères. Ils doivent être capables d'envoyer l'urine dans la vessie avec des basses pressions vésicales. C'est des petits vers de terre pas très forts, puis si les pressions sont élevées en bas, l'urine va remonter.
L'autre chose, s'il y a de l'insuffisance rénale lorsqu'on rencontre les patients, il peut être rendu un peu trop tard ou quelquefois à la limite de pouvoir intervenir. Ce qu'on veut prévenir, c'est l'insuffisance rénale. Quand je rencontre des patients pour la première fois, puis ils trouvent qu'ils ont bien des gens à rencontrer là, quand ils sont en convalescence, puis ils disent bien, pourquoi l'urologue? Je leur dis, vous savez, moi, mon but, vous ne ferez pas pipi comme avant. Mon but, c'est que je veux que votre vessie soit en santé, je veux éviter les infections, je veux que dans votre vie quotidienne, uriner ressemble le plus possible à la vie normale comme avant. Ce ne sera pas le cas, mais je veux vous éviter les tubes tout le temps en place si c'est possible. Et au-delà de tout ça, je veux protéger vos reins. Je ne vais pas vous empêcher d'avoir de l'incontinence si ça fait en sorte qu'à la fin de la fin, l'urine remonte vers les reins. La sécurité de vos reins, c'est ce qui est le plus important parce que d'avoir des bons reins nous évite d'être en dialyse 3 fois par semaine. Donc, et les gens maintenant qui ont des blessures médulaires vivent aussi vieux que des gens qui n'ont pas de blessures médulaires. Donc, la vie, elle est longue, on n'a que 2 reins, on doit en prendre soin. Donc, les symptômes que vous pouvez avoir et que au long cours, c'est donc de l'incontinence. Il faut savoir, est-ce que c'est une vessie qui déborde? Est-ce que c'est une vessie qui fait des gros spasmes? Est-ce que c'est une vessie qui déborde parce que sinon l'urine refluerait vers les reins? Il faut savoir pourquoi vous avez de l'incontinence. Est-ce que vous faites des infections? Est-ce qu'il y a des épisodes d'infection avec fièvre? On est tannant avec ça, mais une cystite fait faire très rarement de la fièvre, une infection de vessie. Par contre, quand c'est dans la chair du rein, il y a plus de risque d'en avoir. Est-ce que vous avez vu des pierres? En avez-vous vu passer? Est-ce qu'on vous a dit ailleurs que vous aviez une insuffisance rénale, même légère? Est-ce que votre vessie a perdu de sa souplesse et qu'elle est rendue rigide? Avez-vous un reflux? Et est-ce qu'il y a une dilatation des reins? C'est les complications que l'on vérifie. Donc là, vous allez peut-être être surpris par cette diapo. Là, moi, je l'ai été. J'ai retrouvé en faisant la recherche pour ma présentation que les choses n'avaient pas beaucoup changé depuis 100 ans. Donc, les principes de base, là, je suis une plombière dans votre histoire, c'est la même chose. Ce que l'on veut faire au niveau de la vessie des gens et de l'appareil urinaire des gens qui ont une blessure médulaire, favoriser qu'elle se vide de façon le plus optimale possible, diminuer les risques d'infection, protéger les reins et tenter d'éviter les complications, savoir les reconnaître et les traiter de manière précoce. Et tout ça a été dit à Paris dans une conférence qui a eu lieu en 1917. Donc, on peut penser quelquefois qu'on est bien fin, là, maintenant, nous, en 2015, là, mais on ne réinvente pas la roue. En 1917, il y avait déjà des urologues qui s'étaient réunis et qui avaient dit, dans la vie, il faut faire pipi. Puis je vous dirais, quand on regarde des choses encore plus vieilles que ça, on voit des documents à propos des Égyptiens qui, sur des papyrus, ont été les premiers à inventer les cathéters. Mais je vous dirais que la façon dont ils les faisaient, ils passaient barre en barre le périnée pour rentrer dans la vessie, pour aller enlever les pierres. C'était assez barbare, mais on n'a pas réinventé. Le but, c'est que dans la vie, il faut être capable d'uriner en protégeant nos reins et en n'étant pas infecté. C'est la base en urologie. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette spécialité-là. D'ailleurs, je trouvais ça finalement assez simple, mais mon Dieu que ça m'occupe. Donc, les traitements actuels de la vessie neurogène chez le blessé médulaire avec rétention, il y en a plusieurs. On tente d'être le moins agressif possible, d'aller avec des mesures les plus conservatrices au début, d'y ajouter souvent une partie qui est médicale, c'est-à-dire de la médication, des traitements minimalement invasifs, et quelquefois, dans le collimateur, dans l'entonnoir, on doit faire des chirurgies. Le but de ça, améliorer la qualité de la vie et améliorer la quantité de vie aussi, parce qu'on diminue les complications. Donc, on va parler des modifications au mode de vie, l'approche comportementale, bien que l'on passe souvent à la deuxième partie, donc c'est-à-dire la médication, les cathéters, etc., il ne faut jamais oublier cette partie-là. Il y a des gens qui, à partir du moment où ils prennent un médicament, à partir du moment où ils vont faire des cathétérismes, ils disent, bien là, c'est plus important que je limite mon eau, ou que je limite pas mon eau, que je limite mes jus, ou je peux prendre 5 cafés, ou c'est pas grave, parce que, maintenant j'ai des médicaments, ou maintenant j'ai une procédure. Non, il ne faut jamais oublier la base. Lorsqu'on a un mode de vie sain, des bonnes habitudes, ce n'est jamais perdu, et ça aide, surtout quand, tout d'un coup, il arrive des petites complications. On va voir les différentes options pour la vidange, comme je vous ai dit. Les cathétérismes, j'ai mis en parenthèse autocathétérisme parce que je suis bien consciente que ce n'est pas toujours le patient qui les fait, bien qu'il faut tenter
avec le plus de conviction possible, en regardant tout ce qui est disponible, de favoriser l'autonomie pour que la personne puisse les faire. La sonde suspubienne est une option de drainage. La sonde à demeure, donc ce que je veux dire ici, donc la sonde qui sera via l'urètre en est également une autre. Dans les médicaments, je vais en parler brièvement, des catégories de médicaments. J'avais des questions, j'avais vraiment beaucoup de questions, 4 ou 5 questions qui étaient à propos du Botox, donc j'ai décidé de mettre 3 diapos sur cette partie-là. Et par rapport aux chirurgies, on va glisser un mot sur l'incontinentation qui est presque maintenant rarement faite, bien que je sois consciente qu'il y ait plein de patients qui, dans les années 80 ou 90, en ont eu une. Je vais vous expliquer la dérivation continente et la dérivation incontinente. Donc, c'est sûr que le vif du sujet, on y entre, là, après 15-20 minutes maintenant, ce sont les cathétérismes intermittents. Donc, le médecin qui a inventé ça, ou qui a mis plutôt, c'était inventé depuis les Égyptiens, je vous l'ai bien dit, là, mais qui a mis en lumière le fait que ce serait peut-être une bonne idée, à place que de mettre une sonde à demeure chez les blessés médulaires, on pourrait peut-être instituer le fait que 4-5 fois par jour, les gens feraient des autocathétérismes. C'est un dénommé Lapides, qui a manqué se faire lapider, je vous dirais, lorsqu'il a publié ça. C'était une littérature qui était chez les enfants. Il s'occupait, c'était un neurologue pédiatrique qui s'occupait de petits-enfants qui avaient le spina bifida, donc qui avaient des vessies qui ne fonctionnaient pas quand ils venaient au monde. Puis ces petits-enfants-là, on leur mettait toute une sonde à demeure et ils avaient vraiment beaucoup de complications. Ils décédaient d'infections, de sepsis, de chocs septiques. Ils abîmaient leurs reins. Et là, tout d'un coup, il s'est dit, si je montre au papa, à la maman, à faire des cathéters, ou si je montre à la petite bonne femme de 5 ans à faire des cathéters, est-ce que ça va changer quelque chose? Et là, de 50%, la mortalité a diminué. C'était quand même impressionnant. Il a publié ça et il a passé pour vraiment un fou furieux parce que tous les patients qui avaient des blessures médulaires avaient une sonde, puis ça finissait là, il n'y avait rien d'autre qui était offert. Et là, tranquillement, surtout en Europe, où ils ont eu l'ouverture d'esprit de se dire, ben voyons, c'est peut-être pas fou, ils ont commencé à se dire, bon, ben on enlève les sondes à demeure dès que la personne a stabilisé sa lésion, qu'elle l'a récupérée, que la partie de la convalescence est terminée, puis on tente de le montrer aux patients où on instaure vraiment un mode de drainage par cathétérisme. Donc, ce que ça a fait, c'est que c'est devenu maintenant, en 2015, puis je vous dirais que c'est déjà maintenant le cas depuis plus de 20 ans, la méthode de référence de drainage la plus recommandée partout dans le monde, de la Chine à la Russie, en Europe, en Afrique. Ailleurs, il y a des personnes qui, quand ils ont, exemple, je vous donne un exemple, dans certains pays d'Afrique, quand quelqu'un a une blessure médulaire, il est hospitalisé, il a son opération, sa lésion est statuée. Si la vessie ne fonctionne pas et qu'il doit faire des cathés, on leur donne un cathéter pour tout le reste de leur vie, c'est fini. Et ils vivent une bonne vie avec ça, ils n'en ont qu'un pour toute leur vie. Donc, c'est devenu partout sur la planète la manière dont on promouvoit que les gens qui ont une vessie qui ne fonctionne pas, soit à cause du fait d'un problème congénital, comment ils sont nés, soit après une blessure médulaire, soit après, exemple, des maladies comme la sclérose en plaques, le Parkinson, après des opérations où malheureusement, exemple, quelqu'un qui se fait enlever le rectum pour un cancer, quelques fois après, la vessie ne fonctionne plus. Donc, peu importe la raison, quand la vessie ne peut pas se vider, c'est le mode de vidage qui est souhaitable, les cathétérismes intermittents. C'est une technique qui est fiable, c'est la meilleure technique pour protéger les reins, c'est la meilleure technique aussi pour protéger éventuellement l'infection, bien que ce soit présent, c'est quand même la technique dans laquelle il y en a le moins. Et c'est ce qui nous permet souvent, en ajoutant des médicaments ou du Botox, c'est la technique qui va permettre d'avoir le moins de risque d'incontinence. Donc, les autocathétérismes, c'est, à la fin de la fin, moi je trouve, un contrat que le patient fait avec soi-même. C'est un auto-soin. On se brosse les dents tous les jours. En tout cas, pas mes enfants, là, mais la plupart des gens se brossent les dents tous les jours. On prend soin de nous. On va pour nos examens de nos yeux. Lorsqu'on fait un autocathétérisme vésical plusieurs fois par jour, c'est notre soin primordial que nous, on se fait et qui aura le plus d'effet sur notre santé au long cours. Ça va soulager nos symptômes, donc soulager la rétention urinaire, qui peut amener beaucoup de symptômes plates et très embêtants, voire même dangereux, entre autres la dysréflexie.
c'est aussi ce qui va faire en sorte que la personne, apprenant à se connaître, personne n'est pareil, personne boit exactement la même quantité d'eau, personne n'a la même capacité vésicale, donc la personne va pouvoir, selon son rythme de vie, adapter la fréquence de ses autocathétérismes en fonction de son calendrier, mais aussi en fonction de ses activités. Donc, il y a plein de personnes, vous allez vous reconnaître, là. Ah, bien, c'est sûr que si je vais voir un match de hockey à Cage au Sport et que je prends 3-4 bières, ça se peut que je dois faire un cathéter de plus dans la nuit qui suit. Donc, les gens apprennent à se connaître et à adapter leur mode de vie. Ils sont les propres maîtres de leur vessie. Ils savent aussi, avec les années, à reconnaître leurs complications. Ils ne se fient pas qu'à l'odeur de l'urine. Ils reconnaissent quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a une urine qui n'a pas la même allure, plus de dysréflexie, plus de spasmes. Ils apprennent à comprendre le fonctionnement de leur vessie et à reconnaître les signes. Il faut, lorsqu'on fait des autocathétérismes, puis je le répète, continuer, puis ça, c'est de la promotion de la santé, d'avoir un bon équilibre diététique, un bon régime de boissons, donc c'est-à-dire on privilégie d'avoir au moins 1 litre, 1,5 litre d'eau et le reste d'autres liquides, de favoriser le backwash de la piscine, c'est-à-dire que cette vessie-là, il faut la vider en tenant compte de notre repère. Ensuite de ça, il faut prévenir les complications qui sont évitables, c'est-à-dire qu'il faut respecter les consignes, il faut avoir une bonne technique et une prise d'eau adéquate. Donc, lorsque l'on fait ça, on diminue, comme je vous l'ai mentionné, de 43 à 10 le risque de décès par complications urologiques liées à une blessure médullaire et on diminue également beaucoup le risque de toutes les autres complications, c'est-à-dire les calculs, les infections, le sang dans les urines et même le cancer de vessie. Il n'y en a pas beaucoup, les cancers de vessie associés avec la sonde à demeure, mais il y en a quand même plus que dans la population normale. Il demeure quand même qu'il y a des complications. Il y a des complications avec la sonde à demeure qui vont être sur toute une vie, jusqu'à 1 personne sur 2 qui ont des troubles assez importants. Quand on fait des sondes intermittentes, donc des cathétérismes intermittents, on tombe à peu près à 27 Souvent, ça vient par petits bouts. Donc, comme je vous le montre, je vais vous le montrer tout à l'heure, l'infection, elle est fréquente, mais elle n'est pas toujours significative et il faut un petit peu décrocher des bactéries qui sont présentes dans les urines si on n'a pas de symptômes. Donc, je répète, finalement, pour l'autocathétérisme, ça permet de diminuer les complications, ça permet de protéger les reins. Et c'est sur l'idée, vous vous rappelez quand je vous disais rétention, ischémie, muqueuse de la vessie qui n'était pas normale, lorsqu'on a une vessie qui est saine, avec une muqueuse qui est normale, elle va être mieux capable de résister à la facilité qu'auront les bactéries à créer une cystite. Les 3 mots-clés du succès des autocathétérismes, c'est la manière de faire les cathétérismes, la fréquence. Il est suggéré de les faire 5 à 6 fois par jour. Lorsqu'on n'a pas de problèmes vésicaux, la fréquence mictionnelle normale, c'est 6 à 8 fois par jour. On suggère donc 4 à 6 fois lorsqu'on a une vessie neurogène, à moins d'avoir des mictions libres qui sont conservées. Il faut viser à boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. On perd par la transpiration et la respiration environ 500 ml. Idéalement, ne pas dépasser 500 ml, à moins que le bilan urodynamique ou d'autres modalités ont découvert que vous avez une grande vessie très, très souple, parce qu'au-delà de 500, il peut y avoir un peu d'ischémie sur les parois ou du reflux vers les reins. Et ce qu'on veut, vous vous rappelez, on veut faire le backwash de la vessie. Quand on se fait des cathétérismes, il peut y arriver qu'il y ait des bactéries qui vont aller visiter notre vessie, comme on a des bactéries dans notre bouche, comme on a des bactéries sous nos aisselles. On vit en harmonie avec cette bactérie-là. Si elle reste trop longtemps dans la vessie, si ça stagne, bien là, elles vont partir le party et commencer l'infection. Donc, il faut augmenter à ce moment-là la vidange. En plus de ça, souvent, comme je vous l'ai dit, les gens seront continents. Par contre, on doit pour cela souvent utiliser de la médication. Je vous ai mis les noms, donc je vais vous montrer tantôt tous les noms des anticholinergiques qui existent. Le mirabegron, qui est une nouvelle médication, et le traitement avec le Botox. De faire des autocathétérismes, c'est la plus grande autonomie qu'on peut offrir à quelqu'un qui a une blessure médullaire parce que ça lui permet de pouvoir les faire la plupart du temps n'importe où,
si c'est possible, et de pouvoir donc avoir une vie la plus enrichissante possible. Donc, voilà. Les principes. Aujourd'hui, on ne va pas parler. J'avais des questions sur les cathéters stériles versus propres. Les cathétérismes stériles, entre autres, ils sont recommandés juste si on fait une procédure. Donc, on veut vraiment avoir une culture pour pouvoir, exemple, faire une cystoscopie, un bilan urodynamique, faire les injections de Botox. Sinon, aujourd'hui, on parle vraiment d'autocathétérisme propre, c'est-à-dire sans gants, sans antiseptique, avec un lavage d'hygiène soigneux. Donc, on lave ses mains, on fait une toilette au niveau des organes génitaux, sans alcool et sans irritants. On vit en harmonie avec des bactéries, comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas non plus essayer de tuer toutes nos bonnes bactéries, parce qu'à ce moment-là, celles qui résisteront seront peut-être des bactéries moins agréables et plus résistantes. La régularité du cathétérisme est important et le volume aussi. Donc, ça doit être, c'est simple. Le but, c'est que ça ne fait pas en sorte que ça encombre la vie. Vous n'êtes pas obligé de mesurer à toutes les fois. Par contre, il est important de rester rigoureux. Il ne faut pas être insulté si pendant quelqu'un qui fait des cathétérismes depuis longtemps, puis que tout d'un coup, oups, il se met à faire plus d'infections, puis qu'on demande de vérifier la technique. Il ne faut pas prendre ça comme avec une blessure d'orgueil. C'est souvent en vérifiant une technique qu'on se rend compte d'un petit bris, et puis c'est là que la bactérie va se faufiler dans la vessie. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. On le vérifie. Le but, c'est qu'on travaille tout le monde en équipe pour trouver des solutions. Donc, la technique aussi permet de comprendre pourquoi. Pourquoi vous, c'est à 500 ml? Pourquoi vous, c'est à 600? Quand on connaît sa vessie, quand on sait comment elle fonctionne, quand on sait la sécurité des pressions pour nos reins, on peut se rendre compte que personne n'est pareil et on adapte selon notre mode de vie. Donc, les infections. Vous avez raison, je l'ai vu dans vos commentaires, c'est fréquent. 50% des personnes qui ont une blessure médulaire auront une infection dans leur première année post-trauma. Surtout, ils ont fréquenté l'hôpital, ils sont allés en salle d'opération, ils ont eu une sonde, ils ont eu quelquefois des tentatives de sevrer la sonde pour voir s'ils étaient pour uriner. On a remis la sonde, il y a eu un petit peu de sang dans les urines, tous des facteurs qui favorisent que dans la première année, on ait une infection. Par contre, par la suite, il faut lâcher prise sur les cultures d'urine. Si ça va bien, il n'y a aucune indication scientifique de se dire, bien, moi, à tous les 2 mois, je fais une culture d'urine. Moi, mon médecin m'a demandé, à tous les mois, j'en fais une. Dès que l'urine est un peu, elle sent pas bon, j'en fais une. L'odeur, ce n'est pas un symptôme. Ça veut juste dire qu'il y a des bactéries. Ça ne veut pas dire que c'est symptomatique. Donc, il n'y a aucune indication de faire des cultures d'urine de façon régulière. On ne traite que si c'est symptomatique. C'est une bataille avec les... Je suis arrivée presque en retard aujourd'hui, une petite anecdote, justement parce que j'avais l'appel du vendredi après-midi pour la culture d'urine parce que ça sentait pas bon. Donc, il faut être capable de reconnaître. Vous êtes capable de connaître les symptômes que vous donneront votre corps, qui ne seront peut-être pas de brûlure. Donc, une douleur au membre inférieur, une douleur même au ventre. Vous devez les faire plus souvent, sinon il y a des fuites. Les urines sont purulentes. Ça bloque le cathéter. Il y a du sang. Vous avez l'impression de faire plus de dysréflexie ou vous en faites plus. Ce sont tous des symptômes qui peuvent être des symptômes d'infection urinaire. Plus de spasmes dans les membres inférieurs aussi. Par contre, soyez à l'affût de ne pas mettre nécessairement ça sur le compte de la vessie. Juste s'assurer que le reste va bien aussi, qu'on n'a pas, par exemple, une plaie de pression, une blessure à un pied, de la constipation, que ça va moins bien, parce que ça aussi, ça peut amener plus de symptômes neurologiques, comme vous le savez. S'il y a une infection, première chose à faire, vous vous rappelez, première affaire, on revient à la base, mesure conservatrice. On veut faire plus de backwash de notre piscine, donc on augmente l'eau, on fait plus de cathéters. Ensuite de ça, si vous devez avoir des antibiotiques, au moins 5 jours, souvent 7 jours, et si possible d'avoir une culture avant, ça nous permet de mieux cibler la sensibilité de la bactérie qu'il y aura en place. De se dire, bien, moi, le Cipro fonctionne toujours, il n'y a personne pour lequel c'est toujours le même antibiotique qui fonctionne. L'antibiotique va fonctionner avec le microbe, pas avec vous. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une culture, si c'est possible, pour bien cibler, parce que ça peut changer avec les mois, avec les années. La prophylaxie, c'est-à-dire de prendre un antibiotique tous les jours, il faut le prendre de façon judicieuse en regardant l'ensemble de la situation. Dernièrement, il y a vraiment eu, à la fois au Québec, au Canada et en Europe, des revues, des indications de faire de la prophylaxie au long cours. Pourquoi?
il y a plus de bactéries résistantes maintenant et il y a eu des tonnes de charrettes d'antibiotiques qui ont été données aux patients partout sur la planète, ce qui fait qu'il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Donc, les cathétérismes au long cours, intermittents au long cours, peuvent avoir aussi des complications. Donc, la prévalence de l'infection, pour chaque personne, c'est variable. On peut être bien pendant de nombreuses années, puis être 2, 3, 4, 5 mois, 2, 3, 4, 5 années, pris avec une petite bactérie qui nous aime un petit peu trop à notre goût, puis au goût de votre docteur. Par contre, ce qu'on peut voir dans des études, c'est que 25% des gens auront des infections asymptomatiques. Donc, ce ne sont pas des infections, ce sont des bactériuries, donc des bactéries dans les urines. 59% des gens ont des symptômes mineurs. Les symptômes mineurs, on n'est peut-être pas obligé d'avoir des antibiotiques. Probablement que juste des mesures conservatrices, boire plus d'eau, plus de caté, vont nous permettre de se débarrasser des bactéries. 14% des gens ont des symptômes plus fréquents ou plus importants. Ceux-là devraient être traités. Et 3% des gens ont des symptômes qu'on dit majeurs, donc des symptômes qui, en théorie, d'autant plus s'il y a de la fièvre ou une atteinte de l'état général, nécessitent d'aller à l'urgence et peuvent même nécessiter d'avoir des antibiotiques intraveineux. Donc, c'est pour ça que quelquefois, vous allez le voir avec vos urologues, avec les physiatres, qu'on insiste pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Parce que moi, malheureusement, j'ai environ 1800 patients qui ont des problèmes avec une vessie neurogène. Puis toutes les années, je perds des patients. Pas beaucoup, 1 ou 2 ou 3, mais c'est toujours 1 ou 2 ou 3 de trop. Donc, c'est vraiment important à ce moment-là de faire en sorte que les gens soient à l'affût. Si les symptômes sont majeurs, on doit aller consulter. Quand les gens ont des infections basses qui sont récidivantes, les mesures conservatrices un peu alternatives, comme la canneberge, de faire des cathétérismes plus stériles, c'est-à-dire de changer de cathétérisme à toutes les fois, de changer les modalités au niveau de la toilette ou de vérifier avec les selles, sont à privilégier. Donc, à ce moment-là, on va être un petit peu plus têteux, rigoureux autour de la manière dont les cathéters sont faits. Et c'est à ce moment-là qu'il faut considérer d'utiliser des cathéters prélubrifiés. Donc, ça m'amène ici à vous parler des types de cathéters. Donc, il y a les cathéters, les sondes sèches, c'est-à-dire des cathéters qu'on connaît, on les ouvre, on peut les utiliser plus qu'une fois et on ajoute le lubrifiant. Dans les sondes prélubrifiées, il y en a deux types. Une qui est moins utilisée, qui est les sondes non hydrophiles. Donc, il y a un lubrifiant externe qui est ajouté. Non hydrophile, ça veut dire qu'il n'est pas compatible avec l'eau. Donc, exemple, on va vous donner la paraffine, la glycérine. Il y a même en Europe avec la vaseline. Donc, c'est mis sur la paroi de la sonde. Ça fait qu'elle glisse mieux. Par contre, c'est quand même, à ce moment-là, pas un corps étranger, mais quelque chose qui n'est pas compatible avec l'eau, qui peut faire des dépôts. Et c'est prêt à l'emploi. Les sondes hydrophiles, c'est celles qui sont le plus utilisées en Amérique du Nord. Le lubrifiant va être intégré à la paroi de la sonde dans la fabrication de la sonde. Son pouvoir lubrifiant va être variable. Puis, quand elle est fermée, elle n'a pas ce pouvoir-là. C'est vraiment quand on l'ouvre que ça fait. Il y en a qui sont avec de l'eau, il y en a qui ne le font pas. Il y en a qu'on doit faire une activation. Il y en a d'autres que c'est simplement le fait de l'ouvrir. Il faut attendre un certain nombre de secondes et puis là, ça va s'activer. Ça va faire en sorte que c'est plus facile d'utiliser et quand la sonde va pénétrer au niveau de l'urètre, il va y avoir moins d'adhésion, donc moins de risque que les bactéries se collent sur le petit cathéter puis entrent dans la vessie en même temps que vous faites le cathétérisme. Donc, les études ont prouvé que les cathéters prélubrifiés hydrophiles, ça va vraiment diminuer le taux d'infection urinaire. Ça va diminuer aussi le risque d'hématurie, c'est-à-dire le sang dans les urines, parce qu'il y a moins de risque de blessure au niveau de l'urètre, surtout chez les hommes. Ça va favoriser aussi d'avoir moins d'infections symptomatiques. C'est la raison pour laquelle c'est recommandé, sans que ce soit une ligne directrice, lorsqu'il y a des infections à répétition ou des blessures à répétition, surtout chez les hommes qui ont beaucoup de dysynergie puis qui se blessent toujours au niveau de leur sphincter. C'est sécuritaire, la prise est plus facile. La manière dont elles sont faites, souvent, on n'a même pas besoin de toucher à la sonde. Le dispositif fait qu'on l'ouvre et notre main ne va pas toucher au cathéter comme tel qui entre dans la vessie. Et on peut les amener n'importe où. C'est prêt à utiliser et ça permet d'avoir un excellent niveau d'hygiène. Donc, ce type de sonde est recommandé, surtout lorsqu'il y a vraiment, pendant une période, on dit de 6 mois à 1 an, des infections à répétition symptomatiques. Donc, vous vous rappelez, donc à peu près le 14 à 3 % des gens qui ont vraiment des problèmes pendant une période donnée.
Donc, je vous parle brièvement, je vous l'avais dit, des sondes à demeure. Les tubes. Donc, c'est une réalité de plus en plus fréquente pour les gens qui ont des blessures médulaires, mais aussi pour la population en général. Il y a beaucoup de gens dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, qui ont des sondes de plus en plus. La particularité des sondes, c'est que sur les sondes, il va se faire ce qu'on appelle un biofilm. Un biofilm, ça a l'air d'un beau mot, mais c'est dégoûtant. Là, je suis enregistrée, donc je vais me forcer. J'ai juré à ma mère que j'aurais un beau vocabulaire, mais c'est dégoûtant. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à ce qui peut recouvrir les dents pas propres. Donc, ça ne nous donne pas le goût. Hein? Donc, un biofilm, ça va recouvrir pas juste la sonde, mais souvent, ça va se mettre à tapisser tout l'intérieur de la vessie. Ça va contenir des globules blancs, ça va contenir de la bactrice, ça va contenir un peu de vieille muqueuse qui aurait dû desquamer, mais qui va aller se coller là-dessus. Ça va contenir des cristaux de l'urine. C'est merveilleux pour les bactéries. Elles adorent ça. C'est comme un corail, là. Elles s'en vont se promener là-dedans. Elles vont faire leur petite maison dans le biofilm qui va recouvrir les sondes. Quand on change la sonde et qu'on en remet une autre, aux 4, 5, 6 semaines, peu importe, le biofilm va rester parce qu'il peut, comme je vous l'ai dit, tapisser la vessie et c'est de la nourriture à bactéries. S'il y a une infection, on la considère compliquée lorsqu'elle est sur sonde. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les infections aux reins peuvent amener une fièvre. D'habitude, quand il y a une infection dans la vessie, il n'y a pas de fièvre, sauf s'il y a une sonde à demeure. Pourquoi? C'est que la vessie a ce biofilm et la vessie vis-à-vis le ballonnet, souvent, est avec une zone d'inflammation. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, les bactéries peuvent pénétrer dans le corps et amener de la fièvre, même si les reins ne sont pas atteints. Donc, une infection sur sonde, on met une nouvelle sonde en place, la fièvre va diminuer plus rapidement. Et aussi, on tente toujours de voir à long terme, est-ce qu'il y a d'autres possibilités qu'on peut offrir aux patients. Je vous parle encore une fois de la sonde. Je vous ai mis en haut, dans le petit encadré en bleu, les résistances aux antibiotiques. Donc, au Québec, il commence à avoir de la résistance à la ciprofloxacine, au macrodentin, à la pénicilline, au Septra. Donc, c'est vraiment important. Je répète donc, si on peut avoir une culture quand on traite, c'est idéal. La sonde à demeure, surtout les gens, avec les patients avec 2T, qui viennent d'avoir un diagnostic de blessure médulaire, ça demeure un traitement de dernier recours. On tente, si c'est possible, d'avoir les cathétérismes intermittents. Quand c'est impossible pour les patients jeunes, souvent une suspubienne va être privilégiée parce qu'on veut pouvoir préserver la liberté au pénis et on veut pouvoir libérer aussi l'urètre de la femme qui est très court. Il n'y a aucun consensus quant au changement des sondes. Il n'y a pas de littérature scientifique qui va nous dire 4, 5, 6 semaines, 2 mois. Ça dépend de chaque personne, la vitesse à laquelle ils font un biofilm, leur hydratation, la couleur de leurs urines, si ça bloque, etc. Il faut valoriser encore une fois l'eau. Si je pouvais prescrire de l'eau, je le ferais. Irriguer seulement qu'au besoin, parce que lorsqu'on irrigue, on peut aussi faire en sorte que les bactéries vont se promener puis il va vouloir aller pénétrer au niveau de l'inflammation dans la vessie. Il faut être prudent lorsqu'on traite les infections. Les probiotiques, la canneberge, la vitamine C peuvent aider, mais c'est une littérature un peu molle au niveau scientifique et traitée de façon judicieuse. Donc, j'espère en tout cas que je vous ai convaincu sur la partie des cathétérismes et sur la sonde. Quand on vous suit, souvent on va vous demander un cathétérisme. Tous nos tests, les bilans urodynamiques, les échos, les cystoscopies, ce sont des tests qui sont faits à l'hôpital qui vont nous donner une image comme un Polaroid de votre vessie. Le meilleur outil, c'est un calendrier missionnel parce que ça représente votre vraie vie. Donc, c'est important quand on vous le demande de bien le faire. Ça nous permet de voir les mictions libres, les résidus, les ingestions, donc ce que vous buvez, les sels aussi. Donc, ça nous permet d'ajuster votre mode de fonctionnement à votre vraie vie en tenant compte, nous, des tests que l'on a faits. Donc, souvent, ce qu'on vous demande et que vous aurez au cours souvent de la première année ou après, c'est le bilan urodynamique. Le bilan urodynamique, c'est un test qui nous permet de savoir les pressions dans la vessie quand elle se remplit, les spasmes de la vessie, si votre sphincter est coordonné ou non, les pressions sont-elles sécuritaires pour vos reins ou êtes-vous à risque que ça reflue vers les reins et à quel volume ça arrive? Est-ce que les pressions sont hautes quand vous avez à peine 300 dans votre vessie ou 800? Ça nous permet d'ajuster la fréquence de vos cathétérismes et votre total d'urine que l'on veut dans votre journée.
ça nous donne aussi, nous, l'idée du pronostic pour la santé de vos reins au long cours. Donc, ça va reproduire des symptômes, mais ce n'est pas parfait. La manière dont vous êtes installé, la façon dont on fait le test, quelquefois, ça donne des images qui sont, pas des images, mais des tracés qui sont un peu spéciaux. Donc, il faut prendre ça en considération. Par contre, c'est un excellent test qui nous permet de pouvoir vous offrir des traitements plus poussés. Ce qui est recommandé aussi, c'est d'avoir au moins une fois dans notre vie, puis par la suite, on décidera à quelle fréquence on le fait, de l'imagerie des reins. Donc, ça peut être par une écho, ça peut être par un scan. 7 des gens qui ont une blessure médulaire auront des problèmes. Et par la suite, selon ce que l'on trouve, ça va nous permettre de pouvoir décider quand est-ce qu'on va le redemander ou quelles actions on va prendre. C'est souvent plus recommandé de le faire rapidement s'il y a beaucoup de difficultés à uriner, si on ne vide pas bien la vessie, si ça fait longtemps qu'on a la sonde puis qu'on voit le patient après 7, 8, 9 ans sans suivi, si on sait que la vessie est avec des pressions élevées, si on a déjà eu des infections avec de la fièvre, si on fait des infections et qu'on a des calculs, des pierres, on peut en avoir aussi au niveau des reins, ou si on est connu pour des pierres aux reins. Je vous parle ici brièvement des médicaments. Il y en a 3 sortes au Québec qui sont disponibles. Il y a les médicaments contre les spasmes de vessie, qu'on dit les anticholinergiques. Je vais vous montrer tout de suite une grande liste de pilules. Il y en a beaucoup. Vous les connaissez, vous en avez essayé plusieurs. Ça empêche la vessie de se contracter. Il y a une nouvelle classe de médicaments qui existe maintenant depuis 2 ans, qui est le Mirabegron, qui est un médicament qui va faire en sorte que la vessie accepte d'avoir plus d'urine à pression basse. Et il y a aussi le Botox, je vous en parle à l'instant. Donc, les médicaments, je vous ai mis les noms génériques tels qu'il est recommandé de le faire maintenant dans les présentations. Sur demande, je pourrai vous donner les noms qui sont les noms commerciaux. Regardez aussi les doses. Vous pouvez regarder à la maison qu'est-ce que vous prenez. Cela vous permet de vous assurer que vous avez des doses qui sont sécuritaires. Et l'autre chose, j'avais entre autres dans les questions des gens qui nous disaient « Là, je prends tel médicament, mais j'ai quand même encore des fuites ». Ça peut être dans les discussions avec les urologues, quelque chose que vous pouvez regarder parce qu'il peut arriver qu'on ait besoin de changer de molécule pour avoir un meilleur contrôle pour notre vessie. Un mot sur le Botox. Le Botox est approuvé au Canada maintenant depuis 2011 pour les patients qui ont la sclérose en plaques ou une blessure médulaire, dont la vessie fait des spasmes et qui, malgré la médication, ne sont soit pas satisfaits ou leur vessie ne l'est pas et qui meurent avec des gros symptômes ou qui sont intolérants ou qui ont des effets secondaires aux pilules de façon importante. Comment ça se fonctionne? On peut le faire en cystoscopie ou au bloc opératoire. On va à ce moment-là aller faire des petites injections de la toxine botulinéque, donc la véritable neurotoxine qui a été préparée au niveau de la vessie. C'est ciblé. Chez les gens qui ont une blessure médulaire, c'est une moyenne de 9 mois d'effet. Ça peut aller de 6 mois à 1 an et demi. Ça va permettre d'augmenter la capacité de la vessie, le volume avant d'avoir le premier spasme. La vessie va être plus souple et on va protéger les reins. Ça diminue l'incontinence, ça augmente la qualité de vie. Si on doit faire des cathétérismes intermittents, il faut être impeccable parce que la vessie ayant moins de spasme, elle va moins se vider si on avait, exemple, des mictions réflexes. Les chirurgies. Donc, il y a plusieurs types de chirurgie. Chez les gens qui ont une blessure médulaire, quand on leur propose une chirurgie, pour diverses raisons, des petites vessies avec tellement de spasme que les reins ne sont pas protégés et que le Botox, malheureusement, on ne peut pas le donner parce que la souplesse de la vessie ne le permet pas. Ce qu'on va proposer, comme vous le voyez, on coupe la vessie en deux, on lui fait une patch d'intestin qui ressemble un peu au stade olympique, mais je vous dirais que ça marche mieux que le toit du stade olympique. Et on va prendre un autre petit bout qu'on va amener soit au nombril ou juste à côté. On va faire, nous, un petit système de valve pour que la personne puisse faire des cathétérismes à ce niveau-là. Une dérivation incontinente, c'est quand on ne fait pas le système de valve et qu'on va mettre donc un sac de stomie pour pouvoir collecter l'urine. Ça permet, de protéger les reins, c'est la principale raison pour laquelle de nos jours on le fait, et ça permet aussi souvent de ne plus perdre les urines. C'est moins fréquent depuis les autocathétérismes, c'est encore moins fréquent depuis que le Botox existe. C'est fait quand toutes les autres mesures de médicaments ont échoué, surtout quand on est inquiet pour les reins à cause de pression élevée au niveau de la vessie. Il faut que la personne comprenne que ce n'est pas sans conséquences et sans complications. C'est une chirurgie
avec des risques de complications chirurgicales comme n'importe quelle chirurgie. Il n'y a pas d'omelette sans casser un œuf. On ne peut pas prendre un bout d'intestin et le plugger sur la vessie sans qu'il y ait des complications qui sont possibles. Donc, il peut y avoir des problèmes au niveau des électrolytes, donc du sel dans le sang. Il peut y avoir un problème au niveau des intestins. Il y a souvent des bactéries associées et l'intestin produit du mucus, donc ça va instituer des périodes de lavage. Combien de temps on devrait voir les patients? Il n'y a pas de suivi. Il n'est pas nécessaire que ce soit annuel. Quelquefois, on voit des gens aux 3 mois pendant un petit bout de temps parce que ça ne va pas bien. Puis après ça, on les voit juste aux 2 ans. On peut même les voir moins souvent que ça. C'est une histoire de bon sens. Il faut regarder après l'hospitalisation initiale ou peu après, quand la blessure s'est consolidée, la manière dont va fonctionner la vessie, suivre avec un calendrier mictionnel, le questionnaire des urines, des selles et s'adapter à la condition du patient et à ses particularités. S'assurer que, de façon occasionnelle, on s'occupe des reins, donc il y a une fonction rénale qui est demandée, une créatinine et une échographie. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai vraiment convaincu que de s'occuper de la santé neuro-urologique des gens qui ont une blessure médulaire en 2015, mais même en 1917, c'était le cas, ça permet de soulager les patients de leurs symptômes, ça va améliorer leur continence et leur autonomie. Il faut viser, si c'est possible, les autocathétérismes, les cathétérismes pour pouvoir faire en sorte que la vessie demeure en santé. Si la vessie est en santé, si la muqueuse est en santé, s'il n'y a pas de biofilm, souvent on diminue l'incidence des infections urinaires. Si c'est possible, puis je suis bien consciente que dans l'auditoire et ailleurs, il y a des gens qui ont des sondes à demeure, mais il faut quand même, si c'est possible, chez les nouveaux blessés médulaires, l'éviter. Il faut protéger les reins et ainsi améliorer la qualité de vie. Ce que ça fait lorsque l'on fait ça, c'est qu'on préserve, on évite les complications et on permet à avoir une vessie équilibrée pour aujourd'hui et sans risque pour les reins pour demain. Donc, l'hyperactivité, c'est fréquent, c'est ce qu'on voit le plus. Si on ne s'en occupe pas, dans les études de psychologie qui ont été faites chez les blessés médulaires, souvent, ils étaient plus affectés par pipi-caca que par la blessure médulaire. Donc, à la fin de la fin, là, pour tout le monde sur la Terre, là, uriner puis aller à la selle, c'est ce qui, encore une fois, là, partout dans le monde, mène la vie. C'est vraiment, on le fait de la naissance jusqu'à la mort. Donc, les options de médicaments sont nombreuses maintenant. Discutez-en avec vos médecins. Le but, c'est d'avoir une vessie la plus souple possible et de pouvoir la vider. Il faut favoriser le drainage de la vessie, si c'est possible, par des cathétérismes. Le Botox est approuvé pour l'hyperactivité. Il n'est pas disponible partout, mais c'est quelque chose qui, au Québec, est disponible dans les centres, entre autres, universitaires. Donc là, pour terminer, comme je vous ai dit, j'ai mis 4 diapos, je pense, sur les principales questions qu'il y avait. Donc, il y avait beaucoup de questions au niveau du Botox. Voici les questions. Donc, il y avait, pourquoi pour certaines personnes, le Botox ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on peut faire si le Botox ne fonctionne pas? Et est-ce que c'est vrai qu'à 62 ans, par exemple, je suis trop vieux pour les injections de Botox? Donc, j'espère que ces personnes-là sont en ligne présentement. Donc, le Botox, comme un petit peu n'importe quoi en médecine, ce n'est pas 100% de succès. C'est environ 80% de succès. Pourquoi? Il y a une partie qu'on ne comprend pas. On fait les injections toujours de la même façon. Quelquefois, pour certaines personnes, ça fonctionne toujours bien. Puis d'un coup, il y a une année que ça a fonctionné moins bien. Aussi, comme je vous ai dit, quelquefois, les contractions peuvent être trop fortes. Et que la dose qui est approuvée de Botox au Canada, probablement qu'elle est insuffisante. Ça en prendrait plus, mais on ne peut pas aller plus qu'à 300 unités. L'autre chose, vous rappelez-vous, je vous ai dit, une vessie qui se contracte pendant de nombreuses années va s'abîmer. Quelquefois, on fait le Botox, puis malheureusement, la vessie, elle est trop malade. Elle n'est plus capable, malgré le Botox, d'être souple et de se décontracter. À ce moment-là, les résultats seront moins bons. Si ça arrive, il faut revoir la situation d'un nouvel œil, souvent demander le bilan urodynamique, refaire une écho, puis regarder, entre autres, si une dérivation ne pourrait pas être une bonne possibilité pour cette personne-là. Il n'y a pas d'âge pour avoir du Botox. Moi, j'en fais de 18 ans à 93 ans. Ce n'est pas l'âge qu'on regarde, c'est l'ensemble de la personne. Sa vessie, la manière que sa vessie fonctionne, l'habileté des personnes, sa facilité à faire des cathétérismes, les reins, comment ils vont. C'est tout l'ensemble de la situation qu'on regarde plutôt que l'âge. Donc, il y avait aussi des questions à propos des infections. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais j'en ai quand même rajouté d'autres.
Comment on peut se protéger contre les infections? Pourquoi les blessés en font plus? Et est-ce que le recours au cathétérisme, aux sondes suspubiennes, j'ai fait une erreur, je m'excuse, comporte moins de risques pour les infections? Finalement, je vous ramène à ma présentation. Le meilleur moyen de se protéger, c'est de faire le backwash de notre piscine. Donc, boire beaucoup d'eau, faire de façon fréquente nos autocathétérismes, viser un volume qui est raisonnable pour pas que notre muqueuse vésicale soit en ischémie, donc moins capable de se défendre pour les cathétérismes, et puis demeurer rigoureux, même si ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on fait des cathéters, sur la manière dont on les fait, par rapport à nos habitudes de sel, par rapport à notre vidange, par rapport à la manière de les faire. C'est la clé. Mais malgré ça, il y a quand même à peu près 27 % des gens qui en feront quelquefois dans leur vie. Donc, j'ai presque terminé. À propos des cathéters, il y avait beaucoup de questions aussi. Est-ce que quand c'est permanent, c'est irréversible? Est-ce qu'on peut en mettre de façon semi-permanente? Dans quelles circonstances on devrait faire des cathéters stériles? Et à propos des agents payeurs, comment faire pour qu'ils respectent les prescriptions des urologues? Donc, la réversibilité, je vous ramène à l'âge pour la question du Botox. Si vous avez une sonde à demeure et vous voulez pouvoir voir la possibilité qu'on puisse l'enlever, il faut, en parler de façon claire avec votre médecin. Soyez assuré qu'à ce moment-là, si c'est peut-être possible, il va y avoir une investigation qui va être faite, un bilan, une échographie, de manière à pouvoir s'assurer de la capacité de votre vessie, de sa fonction, pour voir si c'est une option pour vous. Le cathétérisme stérile, en théorie, c'est juste quand il y a une procédure qui sera faite et qu'on veut savoir si on doit traiter. Donc, exemple, vous pensez avoir une infection, ce serait préférable d'avoir une culture stérile pour pouvoir vous traiter, sinon souvent c'est contaminé avant une scopie, avant du Botox, avant un bilan aérodynamique. La prescription, pour qu'elle soit respectée par les agents payeurs, assurez-vous qu'elle soit le plus précise possible, c'est-à-dire qu'on ne met pas juste cathéter prélubrifié, s'il vous plaît. Il faut dire pourquoi. Pourquoi est-ce que l'urologue l'a demandé? Infection à répétition, problème pour les fers, sang à toutes les fois, faux trajet dans l'urètre. Il faut que la demande soit justifiée. Vous pouvez obtenir des formulaires qui vont vous permettre de demander à votre urologue d'être le plus précis possible. Une petite prescription, souvent faite sur le bord de la table, ne sera pas suffisante pour qu'elle soit approuvée par les organismes qui payent les sondes. J'avais une question à propos de la dysréflexie. Je vous en parle brièvement. Il me reste à peine quelques minutes. Donc, la dysréflexie, c'est important. Ça peut être un facteur qui va faire en sorte que la vie serait en danger. Il faut être capable de le reconnaître. Je vous ai mis à droite le tableau où tous les symptômes sont là. La dysréflexie, ce n'est pas juste une cause vésicale qui est en amont, en aval de ça. Donc, il faut vérifier un ongle incarné, une plaie de pression, une sonde bloquée, une infection urinaire, une constipation, un calcul. Donc, il faut voir dans son ensemble la situation qui amène que la dysréflexie est présente ou plus fréquente. Je vous ai mis aussi, et vous pourrez, puisque la présentation sera disponible, un tableau du traitement de la dysréflexie en cabinet utile quand on a un patient qui fait un épisode de dysréflexie. La première chose, c'est d'être calme. Ça aide. D'être énervé, ça n'aide pas. L'autre chose, c'est tout de suite, si le patient est en position, les jambes écartillées, de les enlever, puis de s'assurer que la vessie est bien drainée. Puis par la suite, avant de s'embarquer dans de la médication, de prendre un temps d'arrêt, de prendre la tension artérielle, d'asseoir la personne dans la position dans laquelle elle est la majorité de sa journée, souvent aide. Et puis, par la suite, on découle l'algorithme que je vous ai mis ici, qui est assez simple. Et je vous ai mis aussi, par mesure de sécurité, l'endroit où vous pouvez le retrouver sur Internet. Et j'ai mis quelque chose qui était en français. La pression de base des gens qui ont une blessure médulaire, elle est souvent basse. Donc, avant de donner de la médication, souvent attendez. Parce qu'après ça, vous pouvez avoir une pression très, très basse, puis devoir attendre longtemps avant de pouvoir laisser le patient aller à domicile tout seul. Donc, soyez alerte, soyez sécuritaire et rigoureux, mais la première chose, vérifiez sous le niveau de la lésion s'il y a quelque chose qui est agaçant et qui a fait la décharge d'adrénaline en circulation. Une dernière question à propos des complications. Donc, on en a parlé tout à l'heure des complications, je vous les ai montrées. C'est vraiment le niveau de la lésion, si elle est complète ou incomplète, qui va faire en sorte que le patient est à risque ou non au long cours d'avoir des problèmes avec les reins. Les gens vieillissent,
Donc, la prostate peut vieillir, les dames peuvent avoir des bébés, le plancher pelvien, on peut prendre du poids, on peut faire une descente de vessie. Il faut prendre tout ça en considération. C'est donc une des raisons pour laquelle il est suggéré d'avoir un suivi. Quelquefois, il est fait par des médecins de famille, des physiatres ou des urologues, mais on ne peut pas prendre pour acquis que la manière dont notre vessie se vidait il y a 20 ans, il y a 10 ans, est irréversible. Notre corps va changer. Donc, j'ai terminé. Il ne reste malheureusement pas beaucoup de place pour les questions. Vous voyez ma quadrithérapie, donc, que j'ai, moi, au quotidien. Puis, je vous dirais que j'ai souvent l'impression d'être la maman de 2000 personnes. Je m'engage avec Nathalie, s'il y a des questions qui arrivent dans les prochaines semaines, de pouvoir, encore une fois, probablement les regrouper, puis pouvoir organiser que vous puissiez avoir des réponses à ces questions-là. C'est sûr que les questions qui sont très personnelles, c'est difficile pour moi quand je n'ai pas l'ensemble de la situation de poser un jugement médical. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. Puis je vous remercie de votre attention. Puis je laisse la parole de la fin à Nathalie, parce que vraiment, c'est un privilège pour moi d'avoir pu vous présenter aujourd'hui. C'est un privilège pour nous de vous avoir reçu. On peut donner la bise? Oui. Merci pour votre enseignement. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez et puis on reste en lien avec Dr. Jolivet pour pouvoir y répondre dans les prochaines semaines. Alors, merci et au plaisir.